Le 30 octobre, les notaires ont publié les tendances du marché immobilier sur la fin de l'année. Je vous propose qu'on regarde ce document ensemble. Vous allez voir, il y a des éléments très intéressants. Bon, il commence tout de suite par la variation des indices des prix entre le deuxième trimestre 2023 et le deuxième trimestre 2024. Regardons les logements anciens de manière générale. Vous voyez qu'il y a grosso modo moins 5% sur le marché sur toute la France. Donc ça suit en fait la courbe qu'ils avaient prévue en début d'année. En début d'année, je vous rappelle que les professionnels annonçaient une baisse entre 4 et 6% des prix de l'immobilier. On est dedans pour le moment. Vous voyez, on est à 5%. Et vous allez voir, il y a un ralentissement de la baisse des prix qui arrive. Et c'est tout à fait normal puisqu'il y a une reprise du marché avec des taux d'emprunt qui ont baissé. Bon, évidemment, en Ile-de-France, la baisse est supérieure à la moyenne nationale, mais ça, c'est normal. Ça s'explique par le fait qu'en Ile-de-France, les prix étaient particulièrement élevés et avaient véritablement explosé. Il faut bien comprendre que sur un marché immobilier qui fonctionne, c'est d'abord l'épicentre qui gonfle en termes de prix, puis la périphérie. Donc, il faut retenir la phrase suivante. Plus on grimpe et plus on peut tomber de haut. Et c'est ce qui se passe actuellement sur Paris et l'Île-de-France. Donc 7,2% de baisse, c'est important. Il y avait une baisse quasiment du même acabit l'an dernier. Donc sur 2 ans, on peut clairement dire que le marché immobilier a baissé. Mais il ne faut pas oublier que les 6 années précédentes, le marché avait augmenté d'environ 40%. Donc petit à petit, les vendeurs et les acheteurs commencent à se retrouver. Juste en dessous, on vous parle des volumes de transactions dans l'ancien. Grosso modo, on vous dit que sur les 12 derniers mois, il y a eu 780 000 transactions à fin août 2024. Mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est sur l'année de janvier à décembre, l'estimation du nombre de transactions. Pareil, les professionnels, depuis le début de l'année, annoncent jusqu'à 800 000 transactions, ce qui est une énorme baisse par rapport aux années précédentes. On va regarder le graphique à droite juste après. Et vous voyez, sur 12 mois glissants, on indique déjà une baisse de volume de l'ordre de 18%, ce qui est absolument considérable. Et donc, les notaires pensent à un atterrissage à fin décembre à environ 700 000 transactions, ce qui reste donc un point bas jamais atteint depuis mai 2015. Bon, jamais atteint depuis mai 2015, c'était il n'y a pas très longtemps quand même, mai 2015, mais c'est surtout qu'on tombe de très très haut en termes de volume. Donc on va se concentrer sur le graphique de droite, regardez. Ce graphique, il démarre à août 2004, ok, donc jusqu'à août 2024. Et vous voyez le nombre de transactions à l'année. Alors bien sûr, on ne connaît pas l'avenir, mais si on veut être un petit peu cohérent, on se rend compte qu'il y a quand même une ligne, une moyenne qui est tracée aux alentours de 800 000 transactions. Et je vais vous expliquer pourquoi. En tout cas, vous voyez qu'en 2006, on tournait aux alentours de 837 000 transactions. Et bien sûr, on a subi une énorme crise en 2008 et on s'est retrouvé à 564 000 transactions en août 2009. Alors 564 000 transactions, vous voyez, on n'y est pas encore. On va avoir un atterrissage à 700 000 transactions. Pourtant, on est en train de vivre une crise du logement. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Il faut vous dire que 560 000 transactions en France, c'est vraiment le less point, le point le plus bas. Pendant cette crise en 2008, les banques ne prêtaient plus du tout. On n'était pas dans la même situation qu'aujourd'hui. On pourrait croire qu'aujourd'hui les banques ne prêtent plus, qu'il faut beaucoup d'apports, etc. Mais c'était bien pire en 2008. Les banques avaient peur de faire faillite. On n'était pas du tout dans la même situation qu'aujourd'hui. Donc ça veut dire que les seules personnes capables d'acheter et vendre, c'est ceux qui avaient une situation financière extrêmement béton, qui faisaient quasiment aucun prêt et qui étaient surtout obligé de vendre. Donc vous pouvez vous dire que le marché le plus bas tourne aux alentours de 550 000, 600 000 transactions. En dessous, en fait, c'est quasiment pas possible. Donc le point bas, il était véritablement ici quand les banques ne prêtaient plus du tout. Puis on est remonté tranquillement. Pourquoi? Eh bien parce que l'État a mis en place des aides. Donc ils ont poussé aux lois de défiscalisation pour que les promoteurs puissent à nouveau construire. Je rappelle aussi que pendant la crise de 2008, il y a plein de promoteurs qui ont fermé et plein de gros promoteurs qui risquaient la faillite. Et le gouvernement Sarkozy a poussé les lois de défiscalisation. Et ce gouvernement a également poussé un énorme prêt à taux zéro afin que les primo-accédants reviennent également sur le marché. Et clairement, il faut le dire, ça a fonctionné. Donc le marché est remonté jusqu'en 2012 à 834 000 transactions. Vous voyez, on retrouve notre moyenne. Et ensuite, ça s'est à nouveau cassé la figure. Pourquoi? Eh bien, il y a eu la crise de l'euro à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, et on est retombé aux alentours de 650 000 transactions. C'était dur à cette époque, franchement, c'était dur. Et puis, petit à petit, le marché s'est amélioré, mais c'était assez timide. Et pour moi, cette période, elle représente à peu près le marché classique, entre 700 000 et 800 000 transactions. Ce qui s'est passé après 2015, véritablement, c'est presque une anomalie. Les taux d'emprunt ont commencé à entamer une baisse qui ne s'est pas arrêtée jusqu'en 2021. Vous vous rendez compte, il s'est passé entre 5 et 6 ans de baisse des taux et en plus les banques vous disaient on vous prête sans apport messieurs dames. Eh bien oui, puisque l'immobilier ne faisait que augmenter. Donc les banques n'avaient pas d'intérêt forcément à vous demander de l'apport. Elles préféraient garder du cash, ce qu'on appelle de la collecte, elles préféraient garder du cash sur les comptes bancaires plutôt que vous l'utilisiez dans l'immobilier. Donc elles prêtaient presque à tout le monde. À partir de là,
Plus de demandeurs sur le marché, moins d'offres, et on s'est retrouvé dans une situation d'inflation avec des prix qui ont tout simplement explosé, et donc un nombre de transactions qui a doublé, et forcément un nombre de professionnels de l'immobilier qui a explosé également. On arrive en 2020, bon, on se prend le Covid où rien ne se passe, et juste après le Covid, évidemment, tout le monde veut acheter, tout le monde veut quitter son appartement sans balcon, veut acheter plus grand, et évidemment pendant le Covid, il y a eu aussi énormément de séparations, donc les gens se sont mis à racheter autre chose parce que les conditions étaient toujours très bonnes, et on est arrivé au pic de 1 200 000 transactions, ce qui est gigantesque, mais clairement, ce n'est pas le marché normal. Puis s'en sont suivies les restrictions du Haut Conseil de stabilité financière, le fameux taux d'usure qui a bloqué tout le monde et la hausse des taux d'emprunt. Sans compter le manque de permis de construire et donc le manque de construction, le prix des matières premières qui a explosé, il y a un lien avec la guerre en Ukraine, bref, l'instabilité politique, etc. On arrive dans une situation très compliquée, une baisse de croissance, des taux qui sont multipliés par 4 en 18 mois et là, c'est la chute totale. Et on retourne sur un marché aux alentours de 780 000 transactions sur 12 mois glissants, donc de août 2023 à août 2024. Moi, j'aimerais que vous puissiez me dire en commentaire quelles sont vos prévisions. Vous vous engagez à rien, bien sûr, mais que va faire cette courbe dans les 5 prochaines années? Est-ce qu'elle va continuer à descendre jusqu'à 600 000 transactions, voire en dessous, ou est-ce que ça va remonter légèrement? Et est-ce que ça va remonter potentiellement à un pic énorme de 1 200 000 transactions? Je vais vous donner mon avis. Moi, je pense qu'on va rester entre 700 et 800 000 transactions. Les taux ont baissé. Le gouvernement a bien indiqué vouloir aider les primo-accédants sur le marché. La problématique, ce sont les investisseurs. Les investisseurs font aussi une grande part du marché immobilier. Ils faisaient grosso modo 30% du marché du volume de la transaction dans l'ancien et 50% des volumes dans l'immobilier neuf. Et aujourd'hui, on ne les incite plus à acheter. Ces investisseurs risquent pour partie de ne pas revenir sur le marché et ça va donc bloquer un certain nombre de transactions, ce qui va, selon moi, continuer d'entraîner une pénurie sur le marché locatif, mais ce n'est que mon avis. Par contre, je ne pense pas qu'on va retrouver un volume de transactions aux alentours d'1 million. Ça, je pense que c'est terminé pour le moment. Sur le graphique en dessous, vous voyez eh bien, le volume de transactions également qui a baissé, mais cette fois-ci entre 2022 et 2024. Donc la chute du volume, on la voit bien. Par contre, on fait souvent un amalgame, c'est de penser que s'il y a chute des volumes, alors il y a chute des prix. La réalité est plus complexe. Dans tous les cas, il y a d'abord chute des volumes avant baisse des prix. Ça, c'est sûr. Mais l'immobilier est un domaine dans lequel l'inertie est très longue. Et nous vivons dans un pays dans lequel les banques ont tendance à aider les propriétaires, à les soutenir. Donc, quand vous avez une chute de 40% des volumes, il ne faut pas se dire qu'il va y avoir une chute de 30 ou 40% des prix. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. En dessous, on voit une carte avec donc les prix médians. Je vous laisserai la regarder, je vous mettrai bien sûr le PDF en commentaire. Mais vous voyez qu'il y a des zones qui ont plus souffert que d'autres. Et notamment en orange, ce sont toutes les villes, et en bleu ici, c'est le marché des maisons dans l'ancien. Bon, je vous laisserai regarder. Ce que disent les notaires ensuite, c'est qu'évidemment, suite aux contraintes bancaires, eh bien les primo-accédants étaient quasiment sortis du marché. Ils ne pouvaient plus acheter, d'une part à cause des taux d'emprunt, mais d'autre part avec le montant de l'apport qu'on leur demande. Ils évoquent ensuite l'annonce récente du Premier ministre qui a indiqué vouloir étendre le prêt à taux zéro un peu de partout, sur tout le territoire, c'est-à-dire en zone tendue et détendue. Il faut savoir que les zones tendues représentent environ 15% du territoire français et les zones détendues 85%. Si le prêt à taux zéro s'ouvre aux zones détendues, vous comprenez que beaucoup de primo-accédants vont pouvoir acheter un bien là où ils le souhaitent et bénéficier d'une aide à l'achat avec un taux d'intérêt à 0%. Alors ils indiquent bien sûr que l'extension de ce prêt aura un coût non négligeable. C'est clair que si l'amendement qui a été adopté en première lecture va jusqu'au bout, ça devrait coûter presque 3 milliards d'euros à l'État. Mais en même temps, ces 3 milliards d'euros peuvent être compensés bien sûr par les frais d'acquisition, par les droits de mutation à titre onéreux, mais également dans le neuf par la TVA. Et ça crée de la mobilité résidentielle, donc ça veut dire des personnes qui peuvent enfin s'installer, enfin trouver un boulot. Peut-être que les entreprises pourront trouver plus facilement des personnes pour bosser également, puisqu'aujourd'hui elles sont relativement coincées à cause d'un marché de la location saturé. Donc il faut comprendre que plus il y a de mobilité résidentielle, et plus le marché fonctionne. Et ça favorise forcément la croissance. Ils indiquent que par ailleurs, la maison individuelle devrait rester exclue dans un mouvement de densification estimé depuis 20 ans. Ça, je suis pas sûr, puisque le gouvernement a clairement indiqué qu'il voulait remettre les maisons individuelles dans le prêt à taux zéro. On verra. Et donc, ils craignent que l'extension de ce nouveau prêt à taux zéro
pourraient ne bénéficier qu'aux promoteurs sur les petites copropriétés en périurbain, ce qui est de nature à freiner l'accès à la propriété des jeunes familles. Je suis pas sûr non plus. À mon avis, ça va tout simplement aider tout le monde. Ensuite, voilà qui est très intéressant et qui est logique à quelque part. De 2019 à 2023, la répartition des ventes de logements en France selon l'âge des vendeurs est restée quasiment stable. Les seniors, c'est qui? C'est les 60 à 69 ans et les plus de 70 ans, d'accord? Donc ils étaient déjà responsables d'une vente sur deux. Mais ça s'est amplifié depuis 2024 parce que, étant donné que les jeunes ne peuvent plus acheter, eh bien c'est les seniors qui ont acheté. Parce que soit ils font des tout petits prêts immobiliers, soit ils en font pas du tout. Et c'est aussi pour ça que vous remarquerez que le marché du littoral, le marché des résidences secondaires, fonctionne toujours aussi bien. C'est parce que ces personnes, en général, elles vont pouvoir se payer des pieds-à-terre, se faire plaisir en préparant leur retraite, et elles ont beaucoup moins de problèmes financiers que les jeunes. Donc le pourcentage de vente chez les seniors a augmenté de 4 points, ce qui est énorme. Et notamment chez les particuliers de plus de 70 ans, ça rejoint ce que je vous ai dit. Et par contre, qui a ramassé? Eh bien ce sont les 30-39 ans. Ce sont eux qui ont le plus disparu du marché, sachant que les moins de 30 ans, eux, n'y étaient quasiment plus du tout. Regardez, ce camembert, il est très intéressant, je vais essayer de zoomer un petit peu. Les moins de 30 ans représentent 2% des parts de vente. Moi, je trouve que ça, c'est une catastrophe. Il faut absolument pouvoir les aider. Et les 30-39 ans, 12%, donc ils ont perdu 2 points. Les 40 et cinquantenaires ont perdu aussi, mais moins puisqu'ils ont souvent plus de pouvoir d'achat que les jeunes. Et donc ce sont nos seniors qui ont continué d'accéder à la propriété et donc, à quelque part, ont continué de s'enrichir. Ensuite, l'article dit que, donc selon les projections, la baisse des prix devrait significativement s'atténuer pour finir à moins 2,6% à novembre 2024. Une phrase que j'aime bien, le marché immobilier profite peu à peu des réajustements qui touchent ses fondamentaux, la confiance. La confiance semble de retour. En septembre 2024, la confiance des ménages s'améliore un peu selon l'INSEE, même si elle reste inférieure, donc en dessous de sa moyenne de longue période. Mais la confiance des ménages et la baisse des taux font que, inévitablement, la baisse des prix va s'atténuer. Avec la crise qu'on a pris dans la figure, une crise énorme, on arrive quand même à aller chercher 750 000 à 800 000 transactions, ce qui est en fait une bonne année quand on y pense. Le problème, c'est la répartition des achats. Le marché a évincé la population des jeunes actifs. Et ça, c'est un véritable problème. Donc ils le disent, la stabilisation de la baisse des prix après des effets de correction très prononcés, notamment dans les grandes villes, conjuguée à la baisse des taux de crédit, leur donne pour les mois à venir un moment propice qui pourrait se prolonger. Les vendeurs vont bien sûr devoir saisir l'instant pour pouvoir vendre leurs biens. Concernant le marché immobilier neuf que je connais bien, bon, clairement, c'est une catastrophe absolue, mais cette catastrophe, on la sent déjà depuis 5 à 6 ans. Et d'ailleurs, si vous voulez connaître un petit peu l'avenir du marché immobilier, intéressez-vous au marché du neuf. C'est véritablement un bon indicateur pour savoir ce qui va se passer. Ici, vous voyez les logements autorisés, donc les permis de construire validés, sur les logements individuels et les logements collectifs. Bon, ce qu'on peut voir, c'est que l'individuel, c'est une catastrophe. On l'a vu, il y a énormément de constructeurs de maisons individuelles qui se sont cassés la figure, qui ont fait faillite. Moins 19% d'autorisation. Bah oui, parce que le particulier, en fait, il peut tout simplement plus acheter, donc il pose plus de permis de construire. Les promoteurs, eux, ils continuent de poser des permis de construire, puisque c'est très long l'autorisation d'un permis. Mais ce qu'on voit en dessous, c'est que les logements ne commencent pas. Ça veut dire que les promoteurs projettent des constructions, ils obtiennent leur permis, mais ils ne démarrent pas les travaux. Pour 2 raisons. La première, ils ne démarrent pas la commercialisation parce qu'ils savent que c'est pas le moment, que les gens ne peuvent pas acheter. Et d'autre part, ils n'arrivent pas à vendre assez pour obtenir les garanties et pouvoir commencer leur construction. Donc le nombre de réservations, c'est moins 12% sur un an, sachant que l'année d'avant, c'était 30% de moins et encore 20% de moins l'année d'avant. Donc c'est une catastrophe. Le nombre de mises en vente, moins 36%, c'est logique parce que si le promoteur voit qu'il ne vend pas, eh bien il arrête ses mises en vente et tous ces nouveaux programmes, il les laisse dans les cartons. Un encours de logement inférieur et il y a bien sûr une annulation des réservations par les particuliers. Donc la quasi-totalité des indicateurs du neuf demeure alarmant, il faut le dire, c'est une catastrophe. Et le fait que la loi de défiscalisation Pinel s'arrête à la fin de l'année, même si c'est une loi qui est perfectible, elle devrait largement être améliorée, eh bien les investisseurs représentaient dans l'immobilier neuf jusqu'il y a 2 ans, 50% du nombre de réservations. Donc sans loi de défiscalisation, les promoteurs ne vont pas pouvoir réaliser leurs ventes, ils ne vont pas rattraper 50% des investisseurs qui ont disparu avec des propriétaires occupants. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pour terminer, bon, on vous dit que les taux de crédit ont baissé, ça on le sait. On va tourner aux alentours de 3,60%. On était à 1 point de plus l'année dernière, il faut s'en souvenir. Et à droite, vous voyez le graphique avec les taux d'emprunt depuis janvier 2015. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Quand vous voyez des taux aux alentours de 1,5% à partir de janvier 2017 jusqu'à, grosso modo, janvier 2022. Donc là, c'est vraiment la période où ceux qui n'ont pas acheté
doivent, je suis désolé, se poser la question pourquoi est-ce que j'ai pas acheté à cette période? Si je le pouvais, en tout cas, puisque les taux d'emprunt étaient quasiment à 0% et on ne me demandait pas d'apport pour acheter. Et le dernier élément qui est très intéressant évoque la part des logements énergivores vendus en 2023. Ce qu'on vous explique ici déjà, c'est que le DPE a subi beaucoup de modifications au niveau du calcul. Il est encore très perfectible, d'autres modifications viendront. Mais vous voyez que la part des logements les plus énergivores, notamment les notes G en rouge, ici c'est la courbe rouge, a augmenté. Et oui, puisque certains propriétaires se débarrassent de leur logement en G de peur de l'interdiction des passoires thermiques. Alors ça concerne les investisseurs. Je pense que ça concerne assez peu de propriétaires occupants. Et ce qu'on vous indique aussi, c'est que la baisse des prix est plus importante dans les logements énergivores que dans les logements classés A ou B. Et les logements classés A ou B, en général, ce sont les logements neufs et très récents. On sait que le gouvernement veut éviter la multipropriété des particuliers. On sait qu'il préférerait que les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux soient beaucoup plus propriétaires que les particuliers, mais la réalité est tout autre. Les investisseurs institutionnels, les grosses entreprises viennent sur le marché du locatif à partir du moment où ils bénéficient d'un certain rendement et ils acceptent des rendements plus élevés que les particuliers. C'est pour ça que malgré la bonne volonté du gouvernement, ils ne sont pas revenus sur le marché et ils ne reviendront pas avec ce type de rentabilité et cette instabilité fiscale. Ce sont les propriétaires particuliers qui donnent le rythme du marché locatif. Ce sont eux qui rénovent et qui créent du logement. Ça, le gouvernement semble vraiment l'oublier. Ou en tout cas, ils sont coincés entre le fait de vouloir créer du logement et le fait de ne pas vouloir avantager les multipropriétaires. Donnez-moi votre avis en commentaire sur les tendances du marché. Je me ferai un plaisir de vous lire et je réponds à tous les commentaires de toute façon. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao.